Monde. On va maintenant se pencher sur le journal de l'Europe. C'est avec vous, Caroline de Camaret, et c'est tout de suite. Alors, les dernières informations de l'Europe à moins de 10 jours du vote des élections européennes avec notre journal quotidien. C'est avec Caroline de Camaret. On va parler de quoi aujourd'hui, Caroline? Alors, on parle de pédophilie en Pologne qui change le cours des élections. Plein feu aussi sur la Hongrie de Orban et l'esclavage moderne. Et enfin, on s'interrogera sur la place de l'Europe dans le monde dans Contrefait. Et demain, Marine Le Pen rejoint son allié Matteo Salvini à Milan avec 10 autres partis pour un sommet. Oui, réunion au sommet des souverainistes et identitaires où le Hongrois Viktor Orban brillera par son absence néanmoins. La Ligue de Matteo Salvini devrait entrer en force au Parlement européen avec 26 eurodéputés, soit 20 de plus qu'actuellement, aux côtés du Rassemblement national crédité de 20 élus, plus 5, et de l'AfD, Alternative für Deutschland allemande, 11 élus, plus 10. Pourtant, il est en désaccord, ce dernier parti, avec le protectionnisme de Rassemblement national. Alors, Matteo Salvini, au pouvoir en Italie, se veut le chef de file du groupe, du futur grand groupe, et a débauché 2 petits partis scandinaves d'un autre groupe parlementaire eurosceptique, Parti du peuple danois et vrai finlandais. Mais il chute dans les sondages après la démission d'un de ses secrétaires d'État, accusé de malversation avec la mafia sicilienne. Portrait de cette extrême droite tout de suite. Ils se sont unis pour changer l'Europe. C'est le message que Matteo Salvini et Marine Le Pen répètent à chaque rencontre entre eux. Leur rêve est de constituer un groupe souverainiste suffisamment puissant à Bruxelles pour obliger la droite classique à les rejoindre. Selon Marine Le Pen, au-delà de la communion d'idées, le Front National a aidé Matteo Salvini dans sa marche vers le pouvoir. On s'est rencontrés en 2004, à l'époque la Ligue était donnée à 4%, et c'est vrai que nous aidons, et lui et moi d'ailleurs, tous les mouvements qui participent de cette idée de la liberté, qui participent de cette idée de la protection des nations et des peuples, partout en Europe. 15 ans plus tard, Matteo Salvini est au pouvoir. Ministre de l'Intérieur d'une coalition hétéroclite, il a éclipsé ses alliés du mouvement 5 étoiles et est aujourd'hui en tête des sondages. Sa politique nationaliste et anti-migrant lui vaut tout à la fois d'être soutenu par une partie de l'électorat et détesté par l'autre. Il est aujourd'hui, avec le Hongrois Viktor Orban, le chef de file de l'Europe nationaliste qui veut renverser les alliances au Parlement européen. On va maintenant parler de ce scandale de pédophilie qui est en train d'affecter la campagne pour ces européennes en Pologne. Tout à fait, les révélations sur le caractère systématique de la pédophilie dans l'église polonaise se multiplient. Samedi, le film documentaire indépendant Seulement, je ne le dis à personne, a déclenché une véritable tempête politico-médiatique dans un pays de 40 millions d'habitants, dont 40% fréquentent la messe dominicale. Le film pourrait nuire au PiS, le parti au pouvoir depuis 2015, qui affiche son identité catholique et son alliance justement avec l'épiscopat. Il a même fait passer en urgence une loi pour augmenter à 30 ans les peines pour pédophilie. Et au dernier sondage, ce parti au pouvoir remporterait tout de même 40% d'intention de vote. L'opposition se rapprocherait de lui à 37%. Et pour une fois, elle est unie vers les élections. Et puis il y a aussi un petit parti libertaire, Viosnia, crédité de 9% des voix. Alors ce vendredi, direction la Hongrie avec notre bus de l'Europe où le Premier ministre Viktor Orban continue d'occuper tout l'espace médiatique. Oui, la Hongrie, c'est 9 millions de citoyens et près de 8 millions d'électeurs. Entrés dans l'Union européenne en 2004, ils ne sont pas dans la zone euro, précisons. Il y a 21 députés européens à élire dans un scrutin proportionnel de liste. Il faut au moins 5% des suffrages exprimés. Écoutons tout de suite la vision d'un Hongrois, Daniel, 26 ans, étudiant sur les enjeux de ces élections européennes à venir. Pour moi, personnellement, l'Union européenne représente la paix et la coopération surtout. Et puis aussi la perspective d'une Europe qui reste compétitive au XXIe siècle.
Le sujet numéro 1 ici, à la veille des élections européennes, c'est l'immigration. Parce que le gouvernement hongrois dépense des sommes colossales pour mener des campagnes visant à alarmer les gens sur ce sujet. En fait, c'est parce que ça sert leur intérêt en termes de politique intérieure. Ils essayent de centrer toute leur campagne sur un agenda anti-Union européenne et anti-immigration. Bien sûr que je vais aller voter lors des prochaines élections, tout simplement parce que chaque vote compte. Pour moi, c'est vraiment une responsabilité cruciale pour chaque citoyen. Je vais voter pour que mes idées soient représentées. Vous avez entendu Daniel, mais c'est difficile pour les plus petits partis d'opposition qui peinent à s'allier entre eux de passer le cap fatidique des 5%. Seuls les socialistes à 11%, la coalition démocratique à 9% parviendraient à faire entrer des députés au Parlement de Strasbourg. Tout le bénéfice finalement de cette campagne revient toujours au Fidesz du fameux Viktor Orban, crédité d'un score écrasant de 55% des voix. À son extrême droite, il y a encore le Jobbik qui se tasse à 9%, tant Viktor Orban a marché sur leur plate-bande xénophobe et souverainiste. Et nos journalistes du Bus de l'Europe nous emmènent revisiter la démocratie illibérale de Viktor Orban. Oui, on aurait pu croire un léger recul de Viktor Orban parce qu'il y a eu de grandes manifestations qui ont réuni des milliers de personnes en 2018. Un réveil véritable de la société civile contre les réformes, des heures supplémentaires et un grand mouvement stoppé faute d'opposition suffisamment unie et construite. Néanmoins, les conditions de travail restent un sujet très débattu lors de ce scrutin, comme nous le raconte notre reporter du Bus de l'Europe, Karina Chabour. Dans la banlieue de Budapest, Blanca Nagy, 19 ans, profite du week-end pour rendre visite à sa famille. Exceptionnellement, ses parents ne sont pas à l'usine. Ils sont ouvriers chez Mercedes, 40 heures minimum par semaine pour 625 €. Mais depuis cette année, ils peuvent enchaîner jusqu'à 56 heures pour le même salaire. Avant, on travaillait du lundi au vendredi et on pouvait, si on voulait, faire des heures supplémentaires qu'on acceptait en général. Mais ce n'était pas une obligation. En cause, la réforme du Code du travail. Elle permet aux employeurs de demander à leurs salariés jusqu'à 400 heures supplémentaires chaque année, l'équivalent de 2 week-ends par mois, payés jusqu'à 3 ans plus tard. Une loi qualifiée d'esclavagiste par des milliers de Hongrois, descendus dans la rue pour crier leur colère contre la réforme et contre le Premier ministre Viktor Orban, accusé de dérive autoritaire. Depuis ce discours, Blanca est devenue l'une des figures de la contestation. Soutenue par ses proches, la jeune fille prépare son bac et s'inquiète pour l'avenir de son pays. Dans ma classe, et même dans toute l'école, beaucoup de gens veulent partir à l'étranger. Certains me disent qu'ils ne voient pas leur futur ici. Ces dernières années, 350 000 Hongrois ont quitté le pays en quête de meilleurs salaires. C'est 5% de la population active. Dans cette usine de pneus à 80 km au sud de Budapest, les 3100 salariés ne suffisent plus à tenir les cadences. Remobilisé, le syndicat a pu faire barrage à la nouvelle loi et a obtenu des hausses de salaire. Une victoire, mais ces ouvriers restent sur leur garde. Je ne vais pas parler des thèmes qui pourraient me créer des problèmes. La direction peine à recruter en Hongrie. Et ils ont commencé à chercher des gens à l'Est, venant de pays moins développés, des Ukrainiens, des Mongols et même des Indiens. Recourir à une main-d'œuvre étrangère, le sujet est tabou en Hongrie. Un peu partout, le gouvernement nationaliste affiche la couleur « Stop à l'immigration ». À la place, son porte-parole vante les heures supplémentaires et les mesures pro-natalité.
Il faut en priorité prendre soin de sa famille, de sa population. C'est une différence philosophique avec ceux qui souhaitent dépendre d'une main-d'œuvre étrangère. Plus les migrants entrent dans un pays, plus cela change la culture, la civilisation d'un pays. On veut pas ça, on veut pas que la Hongrie devienne une terre d'immigration. Une politique injuste et inefficace selon l'opposition qui tente de se ressouder. Mais avec plus de 50% des intentions de vote, Viktor Orban reste le grand favori des Européennes. C'est ainsi que s'achève notre étape hongroise. Prochain arrêt du bus, la Pologne, pays de 38 millions d'habitants, où depuis le retour au pouvoir du Parti conservateur Droit et Justice, certains droits des femmes, comme l'avortement, sont en régression. Et Caroline, est-ce que l'Europe tient la place qui lui est due dans le monde? Alors, rivalité commerciale et diplomatique avec la Chine, la Russie ou les USA de Donald Trump, les États-Unis ont encore récemment braqué les Européens avec une attaque contre leur projet de défense européenne et la menace d'une remise en cause de la coopération transatlantique. Alors, est-ce que l'UE est un nain diplomatique? C'est une vraie question. Mathilde Bénézé nuance dans Contrefait. L'Union européenne, géant économique mais nain diplomatique? C'est en tout cas ce qu'estime Michèle Alliot-Marie, ancienne ministre des Affaires étrangères et de la Défense. C'est en grande partie vrai, voilà pourquoi. Avec seulement 7% de la population, l'Union européenne représente 21% du PIB mondial, ce qui en fait la seconde puissance économique derrière les États-Unis et devant la Chine. Mais si l'Europe pèse dans l'économie mondiale, elle peine à faire pencher la balance sur le plan politique. Quel numéro pour l'Europe, ironisait Kissinger, conseiller du président américain Nixon. En effet, malgré l'existence de la haute représentante aux affaires étrangères, les 28 pays membres de l'UE restent absolument souverains dans la conduite de leur politique étrangère. Sans vrai leadership, l'UE est incapable de dénouer les grands problèmes du monde, comme le conflit israélo-palestinien ou le dossier iranien détricoté sous ses yeux par Donald Trump. L'exception qui confirme la règle, la crise ukrainienne, durant laquelle les 28 ont fait front et ont su imposer leurs sanctions contre la Russie. L'Union européenne ne regarde pourtant pas à la dépense lorsqu'il s'agit d'aider les autres pays à se développer. Avec plus de 75 milliards d'euros donnés, elle reste la puissance la plus philanthrope au monde, mais la diplomatie du portefeuille ne lui réussit guère. Sur le plan de la défense, l'UE est également à la traîne avec seulement 1,4% de son PIB dépensé contre plus de 3% aux États-Unis ou encore 4,2% en Russie. Économiquement, l'Europe a beau boxer chez les poids lourds, elle reste décidément un poids-plume diplomatique. Voilà pour ce journal de l'Europe. Merci beaucoup Caroline de Camaret. Les prochains rendez-vous, c'est à quelle heure? À 20h15 ce soir et puis on se retrouve bien sûr à la même heure lundi. Merci beaucoup. Fin de ce journal de l'Europe. L'information continue sur France 24. Restez avec nous.